Alors, je vous propose de commencer immédiatement en vous présentant d'abord donc Monsieur Péranzy, voilà, donc de Saint-Gobain, Exactement. le locataire, Exactement. Mais pas que. mais pas que, vous le Vous direz. allez le voir. Madame Haïtamer, voilà, représentant plutôt le côté investissement, De Generali Real Estate. et puis Monsieur Tizy pour l'ingénierie. Oui, c'est ça. Vous nous en direz plus. Je remercie également donc, les experts ici présents. Donc, William Matalou, représentant l'Alliance HQE, Thomas Bourdeau, représentant le CAUE du Pays de Loire, pas encore, du Maine-et-Loire, et puis Monsieur Philippe Deville, donc expert désigné par Novabuild, et moi-même, donc Jean-Pascal Hébrard, directeur de la prospective à Loire-Atlantique Développement. Madame, messieurs, la parole est à vous. Vous avez un quart d'heure. Merci beaucoup. Je suis Thomas Péranzy, je travaille à la direction des affaires immobilières de la compagnie de Saint-Gobain et je suis en charge de ce projet depuis maintenant pratiquement 5 ans. Tout d'abord, on peut commencer par déjà pourquoi est-ce que Saint-Gobain se fait construire par Generali et Vinci son nouveau siège social. Donc, nous sommes le leader mondial de l'habitat durable. Nous sommes présents dans 67 pays. On est un grand producteur donc, de matériaux de construction, de vitrage, de solutions de haute performance et également un distributeur de matériaux. Nous sommes dans un siège social actuel qui s'appelle Les Miroirs à la Défense, qui regroupe 1200 personnes. Et c'est un bâtiment qu'on occupe depuis sa livraison en 1981. Donc ce bâtiment a vieilli, il n'est pas forcément en ligne avec ce que sont les ambitions de Saint-Gobain. Et donc nous avons décidé de faire un projet d'un bâtiment de 165 mètres de haut, 49 000 mètres carrés, et pour 2700 personnes, pour à la fois emménager toutes les personnes qui viennent du site des Miroirs, donc ces 1200 personnes-là, et également on ferme différents sièges en Île-de-France de marques de Saint-Gobain et qui viendront nous rejoindre dans cette tour. Cette tour a deux principaux objets, deux principales ambitions. Ces principales ambitions, ce sont donc à la fois l'ambition d'être un showroom des solutions du groupe. Donc on a imposé l'utilisation de plus de 80 solutions du groupe dans ce projet. Et on a le souhait également que ce bâtiment soit une illustration de notre concept de multiconfort, de bien-être des occupants. Et donc on recherche dans ce projet, on a une réelle volonté d'aller au-delà des seuils réglementaires en ce qui concerne donc l'ensemble des conforts. Donc nos objectifs sont ceux-là. On a des objectifs aussi en termes immobiliers et d'organisation. Donc on souhaite promouvoir le travail collaboratif au sein de ce bâtiment. Donc on a un objectif de n'avoir aucun bureau individuel, donc objectif qu'on a atteint. Ça n'a pas toujours été simple. Le confort s'illustre à l'intérieur du projet par des espaces ouverts confortables et également des zones de retrait, des bulles, pour pouvoir s'isoler et effectuer différentes tâches. Dans les points particuliers de ce projet, donc on a, vous voyez derrière donc l'endroit où va être construit la tour. Donc on est le futur monolocataire de ces 49 000 m². Et donc, si le laser marche, voilà, c'est parfait. Donc l'emprise du projet est ici, et ici vous avez les miroirs, c'est-à-dire notre bâtiment actuel. Donc déjà, première spécificité, on est juste les voisins de notre futur siège, donc on peut apprécier la construction au fur et à mesure. Ça a pu avoir quelques effets de bord du style, quand on a quand même une grande culture de sécurité chez Saint-Gobain, et donc à chaque fois qu'il y a un ouvrier de Vinci qui enlevait son casque pour enlever sa transpiration, je devais recevoir à peu près une bonne centaine de mails pour me prévenir que les conditions de sécurité n'étaient pas respectées sur le chantier. Voilà, c'était à titre d'exemple. Autre particularité du projet, donc on est également le fournisseur de matériaux. Donc on a imposé l'utilisation de nos matériaux à ce qu'on ne souhaitait pas dans la structuration du projet dont je vais vous parler plus tard. On ne souhaitait pas que la tour Saint-Gobain pour les équipes de Saint-Gobain soit évidemment construite avec des produits concurrents du groupe.
Et donc la mise en concurrence s'est faite non pas sur le choix des produits, mais sur les différents fournisseurs du côté de Vinci. Alors, à quoi va ressembler ce bâtiment? Donc, vous avez une vue d'artiste, je dirais. 3 grandes parties, donc un pied de tour, le corps de tour et la tête de tour. Donc, on parle d'un bâtiment donc, de 165 mètres de haut depuis la dalle. Au niveau du pied de tour, qui va se retrouver sur la dalle de la Défense, on va retrouver un showroom de solutions Saint-Gobain. Dans la partie opaque, ça va être un auditorium de 240 places. Et sur la partie supérieure, ici, on va retrouver une partie des espaces de restauration qui sont arborés. On a mis en place également des jardins accessibles à tous les étages de travail. Donc, les étages de travail commencent à partir du 5e étage au-dessus de la dalle et se prolongent jusqu'au haut du corps de tour. Et après, dans cette partie particulière et très emblématique du projet, on retrouve donc dans la tête de tour, au 35e étage, des salles de réunion mutualisées, au-dessus des salons de direction, et ici un espace particulier qu'on appelle un espace plein ciel qui est mis dans une zone arborée et qui est une zone, on va dire, événementielle pour tout type d'événements internes ou externes. Après, donc, dernière vue, donc, dans le cadre de l'aménagement et du renouveau du quartier de la Défense, on utilise également la tour à la fois donc, pour dynamiser la dalle de la Défense avec la présence du showroom Saint-Gobain. On est à cheval entre la dalle de la Défense et ici le boulevard circulaire, donc on a 2 entrées dans notre bâtiment. Et au niveau du boulevard circulaire, on a également un fitness qui est mis en place, qui est un commerce ouvert au public. Et on crée un nouvel escalier pour faire le lien entre cette dalle qui est un peu un îlot parfois dans le tissu urbain et le boulevard circulaire. Donc voilà. Donc sur la structuration du projet, donc on a Saint-Gobain utilisateur, Generali qui est l'investisseur. Donc entre Generali et Saint-Gobain, il y a un bail en état futur d'achèvement qui a été signé, donc qui comprend donc la partie construction sur 39 mois. Une fois que ce bail a été signé, d'ailleurs ça a été fait concomitamment, Generali a signé avec Adim Concept, qui est donc une filiale 100% Vinci de promotion. Ils ont signé un contrat de promotion immobilière. Donc je dirais qu'on a retrouvé l'ADN de Generali assureur, qui s'est assuré de la venue d'un locataire dans son bâtiment à construire et qui a reporté sur Vinci toute l'obligation de construire dans les délais. Les grands acteurs qui nous ont accompagnés, donc on a Heinz, qui est l'AMO de Generali et qui est un intervenant très connu sur la Défense. Paris La Défense, qui est l'aménageur de la zone, qui est évidemment incontournable et qui a eu différentes prescriptions, comme ces espaces ouverts au public en pied de tour. Et donc de l'autre côté, en termes de structuration, dans ce contrat de promotion immobilière, vous avez Adim qui a évidemment choisi Vinci Construction France comme entreprise générale. Et donc c'est cette entreprise générale qui a construit, qui a fait les différents appels d'offres avec ses sous-traitants qui sont venus se procurer les matériaux Saint-Gobain après chez nous. Donc il y a eu quand même une sorte de boucle un moment entre le Saint-Gobain locataire et le Saint-Gobain fournisseur de matériaux. Et on cite évidemment aussi Valo d'Épistre, qui est donc l'architecte du projet. Voilà, et j'en ai terminé avec mon intervention. Je passe la parole à Karima. C'est pas grave. Donc moi, je suis en charge du développement durable au sein de Generali Real Estate, qui est donc l'investisseur sur ce projet de la tour Saint-Gobain. Alors, il s'agit d'un projet emblématique pour Generali Real Estate qui est mené avec son preneur. Donc, c'est le premier projet que Generali mène avec un preneur dès les premières phases de conception du projet, dès les phases programme du projet. C'est la première tour aussi construite par Generali en France, avec l'ambition de bénéficier d'une triple certification
ce qui est très rare. Donc, actuellement, on trouve très peu de projets associés à une triple certification, qui est la certification NF-HQE, avec le niveau exceptionnel qui est visé actuellement, associé à un label F-Energy+, pour tout ce qui est performance énergétique et environnementale du bâtiment. Il y a également la certification LEED qui est engagée sur ce projet-là avec le niveau Platinum visé, donc c'est le plus haut niveau de la certification. La troisième certification est la certification BREEAM avec le niveau Outstanding. Donc Generali, associé à son preneur Saint-Gobain, a souhaité viser les plus hauts niveaux de certification sur ces 3 certifications, une certification française et 2 certifications internationales, puisqu'on a comme preneur, Generali a comme preneur un groupe international. C'est une des tours les plus visibles du parvis de la Défense et qui bénéficie de qualités environnementales exemplaires qui sont déclinées avec ces 3 certifications. Une certification aussi en interne qui est menée par Saint-Gobain, c'est la certification multi-confort, qui évalue les critères bien-être, confort et environnement du preneur, donc des usagers de l'ouvrage. Parmi les enjeux, donc des enjeux forts pour Generali, ce projet est déjà un projet unique en France pour Generali Real Estate. Il permet aussi, l'ambition de Generali, c'était d'accroître l'attractivité de l'immeuble, aussi d'assurer la pérennité du bâtiment et son obsolescence, que ce soit une obsolescence réglementaire, énergétique ou technique. Generali avait aussi l'ambition de créer une relation très forte avec le preneur dès les premières phases du projet. Et cette collaboration est très très positive, que ce soit côté Generali investisseur que côté Saint-Gobain preneur. Et avec ce projet aussi, Generali permet de valoriser son patrimoine puisque Generali est engagé dans des démarches environnementales variées sur l'ensemble de son patrimoine, en comptabilisant donc la surface de Saint-Gobain, donc les 49 000 m² de Saint-Gobain. Generali va atteindre un pourcentage de 63% de ses surfaces locatives labellisées. Voilà. Je laisse la parole à notre AMO, Artelia. Bonjour à tous, Artelia Bâtiment Durable, je vais essayer d'aller vite. Pour parler un peu du projet sur les différents axes, voilà. Pour commencer sur la qualité de vie, donc on a une double façade avec ouverture en pied et en tête de tour pour assurer une ventilation naturelle. Ça permet de combattre notamment les températures et le confort d'été, et d'assurer le confort d'été. On a, du fait de la certification, des certifications BREEAM et LEED, on a des débits de ventilation qui sont à 38 m3 dans les bureaux et 36 m3 dans les salles de réunion. On a aussi une étanchéité des réseaux aéroliques qui est visée en classe C, avec des mesures à réception et pendant la construction, qui sont de qualité, puisqu'en général, on ne va pas chercher cette classe. On a des plafonds rayonnants réversibles pour assurer le chaud et le froid. On a un contrôle solaire qui est assuré par les stores situés entre les deux façades pour bloquer la chaleur et donc s'associer à la ventilation naturelle. En termes de qualité d'air intérieur, tous les matériaux en contact avec l'air intérieur sont de classe A+. Sur le référentiel français, on a aussi, tant que possible, des labels internationaux en termes de qualité d'air intérieur. Et on a également des mesures de qualité d'air intérieur qui sont prévues à la réception pour attester des plus faibles concentrations dans l'air, que ce soit celles fixées par le référentiel HQE français que celles fixées par les référentiels BREEAM et LEED. Voilà, ça fait partie des objectifs qui ont été très suivis. En termes de confort acoustique, on vise le niveau performant du référentiel HQE. Il y a eu des choix d'équipements performants sur le plan acoustique pour l'ameublement, donc vu notamment avec Saint-Gobain. En termes de confort visuel, la disposition des bureaux elle est perpendiculaire aux façades pour assurer un bon confort visuel et un bon accès à l'éclairage naturel extérieur.
En termes de plomberie et de réseau d'eau, on est sur les meilleures pratiques. On a également un bâtiment qui est équipé pour réutiliser les eaux grises et les eaux pluviales dans les WC des parties basses, de la partie basse de la tour, pardon. En termes de qualité de vie toujours, on a donc un emplacement à la Défense qui nous permet d'avoir un accès très généreux à des transports en commun. On a aussi un bâtiment qui fait large place à des espaces cyclistes, vestiaires, casiers, douches. Également, dans son stationnement prévu dans la tour et dans celui qui est mutualisé, on a des stationnements pour les véhicules électriques largement dimensionnés et également des stationnements pour les covoiturages. Monsieur Peranzi en a parlé avant, l'espace fitness du rez-de-chaussée. On a aussi des espaces bien-être qui sont proposés dans la tour, donc tout ça pour améliorer la qualité de vie des occupants. Le vitrage de la façade qui bien sûr donne un accès généreux à la lumière, et en termes d'éclairage artificiel, on est sur les meilleurs standards possibles. Un quart d'heure. Je fais vite. Comme il y a eu une erreur dans le diaporama, dans le dernier... On a un petit peu de... Voilà. Très bien. Merci. Sur la pilier respect de l'environnement, donc on a une performance énergétique minimum de F-Energy+. On a de mémoire un gain sur Bébio de 40% et un gain sur CEP de 40% également. En termes de mix énergétique, on est raccordé au réseau urbain existant, donc le SUC et Enertherm le SUC pour le froid et Enertherm pour le chaud. Et on a un appoint par TFP, thermofrigopompe en géothermie, également prévu en infra. En termes de perméabilité à l'air de l'enveloppe, on est avec un objectif inférieur à 1,2. Et donc des mesures à réception et en cours de chantier qui sont suivies et qui vont être prochainement, qui vont donner satisfaction prochainement, je l'espère. Et puis voilà. En termes d'équipements hydroéconomes, on a essayé de pousser les équipements hydroéconomes, donc on est sur des chasses DVC à 3-6 litres, des lavabos à 3 litres et des douches à 6 litres en termes de réduction de débit, de limitation de débit. La réutilisation des eaux pluviales pour l'arrosage des espaces verts, donc il y a 2 bâches, j'ai parlé de la réutilisation possible des eaux grises avant, on a une bâche de 40 m3 et une bâche de 10 m3 pour la brumisation des espaces verts, notamment des balcons de la façade sud. Et on a une entreprise générale, Bateg, qui s'est bien pliée à la charte chantier environnemental, en termes de dispositions sur ces installations de chantier qui sont listées ici, que sur, par exemple, la traçabilité de l'approvisionnement des matériaux pour venir calculer finalement les émissions de gaz à effet de serre liées à cet approvisionnement, avec des objectifs qui s'étaient fixés, et également l'assurance de la traçabilité du bois, que ce soit pour la labellisation FSC ou PEFC, qui a, je pense, permis de faire évoluer un peu les pratiques dans le milieu professionnel, notamment au niveau des sous-traitants. Je passe. Donc sur le management responsable, donc là, on peut quand même insister sur une arrivée du futur locataire unique de cette tour dès le début du projet, c'est-à-dire avant même le concours d'architectes. Concours d'architectes qui a été organisé en compagnie de Generali. Nous avons choisi ensemble le design du bâtiment et nous avons travaillé ensemble la conception du bâtiment en embarquant dès le départ donc cet objectif notamment de triple certification à leur plus haut niveau. En termes de management responsable, donc, il y a quelque chose qui est quand même très pratique pour Vinci ou pour Generali, comme ils ont leur locataire en face, quand ils se posent des questions de savoir de faire tel choix ou tel choix, finalement on demande à l'utilisateur final exactement ce qu'il veut faire et on lui met en place la solution la plus efficace par rapport à son besoin. Donc il y a eu un pilotage très fin et tripartite avec l'arrivée de Vinci dans le jeu au moment du début de la construction. Donc nous avons des réunions très régulières tous ensemble pour travailler ensemble sur le projet. C'est un projet qui a été développé donc full BIM. Donc alors
La maquette numérique, c'est quelque chose qui est utilisé de plus en plus par les entreprises de construction. Généralement, elle s'arrête en phase EXE et non pas en phase DOE. Donc nous, on a eu des discussions avec Vinci pour qu'ils nous donnent vraiment une maquette telle que construite, donc phase DOE. Et on a l'objectif d'utiliser cette maquette BIM pour faire de l'exploitation. Donc pour l'instant, ça reste un objectif que l'on va atteindre. Pour l'instant, on ne s'est pas encore donné de deadline là-dessus. Ça reste quand même un sujet sur lequel on a peu de références. Et donc pour la première mise en exploitation, on n'a pas voulu aller jusque-là. Et par contre, donc on a donc des sujets, donc vérification des performances post-chantier. Donc ça, c'est à la fois dans le cadre des certifications et à la fois dans le cadre de la démarche un peu scientifique de Saint-Gobain. On a la chance d'avoir ce beau projet, d'avoir des modélisations pour atteindre nos objectifs de confort, et on va faire des campagnes de mesure. Donc là, c'est prévu, je crois, jusqu'en 2022. Pour suivre donc l'évolution enfin voir si la pratique rejoint la théorie, si la théorie était bonne, et on va faire un suivi assez fin du ressenti du bien-être et du confort de nos collaborateurs pour en tirer le maximum de retours d'expérience. Alors les points forts et les points faibles selon vous de votre projet? Alors, les points forts, c'est, je pense incontestablement, le fait de travailler ensemble et avec notre investisseur depuis 2014. Donc ça a été, c'est un élément très fort et qui nous a beaucoup aidé. Donc les points forts, c'est notre objectif de triple certification. Et donc ce qui est toujours intéressant, c'est les points faibles aussi. Et le principal point faible que je dirais, c'est finalement, donc on a eu notre partenariat avec Generali qui a bien marché. On s'est mis d'accord sur toute une vision de construction et de déroulement de l'opération, en fait, avant l'arrivée de l'entreprise de construction. Ce qui reste quand même assez logique, parce qu'on a besoin de bien définir les choses entre nous avant de lancer un appel d'offres pareil. Par contre, la vision du constructeur a pu manquer à certains moments. Et on a vu dans le développement du projet, donc on avait tout un calendrier décisionnel à respecter pour la prise en compte des aménagements preneurs. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est aussi un projet, comme le locataire identifié depuis le début, c'est un projet clé en main. Donc tous les aménagements preneurs sont réalisés en cours de construction. Par contre, notre vision commune à Generali et Saint-Gobain n'était pas forcément la vision ou la méthode de travail de Vinci. Et donc, on a pu se retrouver avec des incohérences entre ce qui était marqué et imposé dans nos contrats et la réalité du chantier. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et l'inauguration est pour bientôt. Hein, vous déménagez bientôt, c'est ça le mois prochain? Livraison fin octobre. Après, on a quelques travaux de finition quand même. Et on essaye d'emménager nos collaborateurs pour la fin de l'année. Pour l'arbre de Noël. En janvier. Voilà. On leur livre la tour au pied du sapin. Très bien, merci beaucoup. Je propose d'enchaîner directement avec les trois experts qui traditionnellement posent trois questions un peu sur le projet, ce qui permet de lancer la discussion aussi avec la salle ensuite. Tout à fait, effectivement, il nous reste un quart d'heure, donc on va laisser effectivement du temps à la salle pour poser des questions. Donc un projet effectivement qui répond à des standards, on va dire, nationaux et internationaux au plus haut niveau, axé notamment sur le multiconfort et le bien-être des collaborateurs, hein, tout en garantissant la maîtrise de l'énergie. On a vu différentes dispositions techniques qui ont été restituées là, par le biais de la présentation. Alors les questions, on va en venir effectivement. On connaît l'importance de l'utilisation d'un bâtiment d'un point de vue sensibilisation utilisateur. Comment le collaborateur et comment les salariés ont été incorporés en amont de cette démarche, c'est-à-dire en phase programmation, mais également en conception, sur l'organisation des espaces ou sur le bien-être, sur le choix programmatique, et comment après, dans le suivi, effectivement vous parlez de suivi de performance, est-ce qu'il y a une sensibilisation accrue faite aux usagers pour maintenir effectivement de manière pérenne le bâtiment et l'utiliser de manière confortable? On enchaîne peut-être les trois questions, histoire de gagner un peu de temps. Excusez-moi. La deuxième question est un petit peu dans le prolongement, c'est-à-dire que vous avez effectivement
un utilisateur qui est connu au départ. C'est effectivement un avantage que vous l'avez souligné. Vous avez pu discuter avec lui. Vous avez d'ailleurs, vous êtes arrivé effectivement à des choses très intéressantes, c'est-à-dire que vous avez pu convaincre les collaborateurs d'avoir aucun bureau individuel. Donc ça, c'est effectivement une performance. Je voudrais simplement savoir si dans le prolongement de cet aspect-là, vous êtes dans le standard du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien entendu, Saint-Gobain va utiliser le bâtiment, peut-être dans 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite par rapport à un éventuel autre société qui pourrait entrer dans les locaux? Peut-être est-ce une question d'investisseur. Voilà. Et la dernière question, qui est aussi un petit peu dans ce sens-là, c'est comment appréhendez-vous l'évolution qui est faite sur les modes de vie? C'est-à-dire que demain, vous avez des collaborateurs qui de plus en plus feront du télétravail, et j'imagine c'est chez Saint-Gobain également. Donc, est-ce que cette notion a été prise en compte dans le programme et dans l'organisation des plateaux? Et puis dernière question également, est-ce que vous êtes dans le prix du marché? Quel est non pas le coût du bâtiment, mais est-ce que le coût de location ou d'approche par rapport au mètre carré ou bien par rapport aux collaborateurs, est-ce que vous êtes dans un standard national ou local en tous les cas pour la défense? Voilà mes questions. Et je rajouterai une question pour pas dépasser. Merci pour votre présentation. Plus globalement, est-ce que dans l'étude pour la conception du bâtiment et dans la démarche de développement durable, par rapport à l'enjeu de l'impact carbone d'un tel projet, est-ce que, dans quelle mesure est-ce que cet aspect-là a été intégré à la conception? Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples parmi les 80 matériaux annoncés Saint-Gobain innovants? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques exemples et en quoi ils sont innovants? Voilà. Alors, pour répondre dans l'ordre à vos différentes questions, donc oui, on a associé nos collaborateurs très largement au projet. Donc on a différents objectifs que l'on avait, notamment ce fameux zéro bureau individuel. Donc on a plein appui de notre direction sur ces sujets-là, direction qui s'est montrée d'ailleurs exemplaire, parce qu'ils n'ont pas de bureau individuel non plus, ce qui permet quand même d'accompagner le message. On les a associés en programmation avec différents ateliers pour connaître leurs attentes en termes de confort, mais aussi en termes de services présents dans la tour et en termes aussi de technologies attendues. Après, avec ces cadrages-là, donc on a mis en place avec ce cadrage-là et donc les inputs de notre direction générale, on a mis en place à la fois une charte d'aménagement avec des grands principes qui tiennent compte aussi des spécificités du bâtiment. Donc dans notre bâtiment, on a un soufflage par le bas à basse vitesse. Avec la présence des grilles de soufflage, évidemment, on en tient compte. Et donc charte d'aménagement, charte de décoration, et un élément très important parce qu'on est voisins, les gens voyaient le bâtiment se construire et il y avait énormément de questions sur dans quel environnement on va être. On a mis en place un outil de réalité virtuelle. Donc, il y avait donc des salles d'immersion qui ont été mises en place sur les différents sites concernés par le projet. On a, de mémoire, sur les 2700 personnes, on a plus de 1500 collaborateurs qui ont mis les casques de réalité virtuelle. Et donc, on avait une base avec la maquette numérique. Cette maquette numérique, on l'a enrichie avec les différents mobiliers tels qu'ils étaient pressentis à l'époque. Et finalement, plutôt que de dire aux gens, ça va être comme ci, ça va être comme ça, mettez le casque. Et on est passé tout de suite avec cette phase-là, c'était une vraie réussite du projet. On est passé des questions sur l'architecture du bâtiment à sur des questions sur finalement des règles de vie. Est-ce que je peux mettre ma photo, une plante verte ou quoi que ce soit? Donc ça a été très important. Et pour finir cet accompagnement, donc on a eu également on a mis en place dans un étage bas de la tour un étage témoin. Et après la réalité virtuelle, c'était la réalité. Donc très grand dialogue, notamment aussi avec nos partenaires sociaux, avec qui on avait mis en place un groupe d'échange. Donc comme on a beaucoup de sociétés, on était dans un auditorium et on a fait de la transparence et énormément de communication autour du projet.
Donc la deuxième question, c'est sur la modularité un peu du bâtiment, c'est la vision donc monolocataire, etc. Bon, alors, après, Generali pourra peut-être compléter, mais Generali a quand même gardé en tête le fait que Saint-Gobain pouvait aussi partir. Donc, on fait à la fois il y a une organisation monolocataire qui est réversible. Donc après, il y a différentes mesures conservatoires en termes de contrôle d'accès, etc., qui ont été pris, et même en termes de flux ascenseurs, qui ont été pris au cas où cette situation arrive. Oui, on a pris en compte les évolutions des modes de travail. Donc, en plus du 0 bureau individuel, il y a aussi certaines équipes qui vont être en flex à l'intérieur de la tour. Il y a un développement du télétravail. Le point qui est important dans le développement du bâtiment, c'est bon, nous, on est resté 38 ans dans notre ancien siège. Je ne sais pas à quoi va ressembler la tour Saint-Gobain et l'organisation de Saint-Gobain dans 38 ans, j'en ai aucune idée. Et donc en fait, la maille de travail du bâtiment, c'est la trame du bâtiment. Donc une trame d'1,35 m et on peut faire les cloisonnements, on peut faire tout ce qu'on veut à partir de cette maille de travail. Donc est-ce qu'on est dans les prix du marché? Donc en termes de location, j'espère qu'on a assez bien négocié pour y être. Donc on est dans les prix du marché de l'époque. Voilà. Et pour être aussi très clair sur les matériaux Saint-Gobain, donc ils étaient imposés. Par contre, donc Vinci, c'est pas des lapins de 6 semaines, ils connaissent les prix du marché. Donc l'engagement côté Saint-Gobain, c'est de vendre au prix du marché comme sur les autres opérations. On n'a pas vendu moins cher, on n'a pas vendu plus cher. On a imposé nos matériaux parce qu'on ne peut pas se permettre, avec le jeu de sous-traitance, de se retrouver avec des variantes. En termes d'image, ça serait trop compliqué pour nous. Donc on les a imposés. Par contre, il y a une très grande discipline avec l'ensemble des marques du groupe pour être fair-play et proposer des prix marché, des conditions de marché. Donc sur la question de savoir est-ce que ce projet est reproductible, donc s'il y a des gens qui ont des projets, venez chez Saint-Gobain, on vous vend nos matériaux au même prix que pour notre tour, il n'y a aucun problème. Vous avez fait un grand auditorium pour les accueillir au rez-de-chaussée. Exactement. Exactement. Dernière question, et après je vais... Peut-être on demandera à la salle, peut-être, s'il y avait des questions, parce qu'on arrive bientôt... D'accord. Et donc sur les enjeux impact carbone, donc je vais plutôt passer la main à Karima et Kevin. Moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'à titre individuel, j'ai une empreinte carbone irréprochable. Mon chantier est à 50 mètres de mon lieu de travail. Et j'y vais à pied. Voilà. Oui, je voulais juste rajouter par rapport aux négociations avec Saint-Gobain pour l'occupation des espaces. Bien évidemment que Generali espère que Saint-Gobain reste le plus longtemps possible dans cette tour. Saint-Gobain étant déjà preneur, il y aura forcément des négociations lors du renouvellement du bail et on espère que Saint-Gobain restera. Mais la tour, comme elle a été conçue, il y a quand même un standard et des certifications environnementales qui apportent énormément de performances techniques, énergétiques et même des performances d'usage qui pourraient être appropriées par n'importe quel preneur qui serait intéressé par un IGH. Voilà. Et concernant l'empreinte carbone, je pense qu'avec les 3 certifications qu'on a engagées au plus haut niveau, on a quand même cette question carbone qui est évoquée. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de réduire le maximum l'empreinte carbone du bâtiment, tout en respectant les objectifs qu'on s'est mis au tout départ. Voilà, les certifications environnementales abordent ce sujet et c'est quelque chose qui est quand même assez bien suivi par Artelia. Oui, peut-être pour apporter des éléments de complémentarité. Sur l'impact carbone, donc, dès le début du projet, c'était été par exemple étudié le fait de faire des dalles alvéolaires plutôt que des dalles pleines pour venir laisser réduire l'impact carbone. On a eu aussi effectivement un enjeu de recyclabilité des matériaux, cradle to cradle. Enfin voilà, on a essayé de limiter tant que possible l'impact carbone, voilà. Alors, sachant que c'est une tour. On avertit que voilà, c'est un petit peu dérapé, donc, mais je proposais quand même que dans la salle, il y ait une question au moins qui soit posée rapidement. Là-haut. Tout là-haut. Ah, désolé. Oui, levez encore la main, s'il vous plaît, pour... voilà.
Bonjour, merci pour la présentation. Ce matin, il y a eu une volonté qui a été énoncée lors de la plénière, c'était l'importance de réutiliser les bâtiments. Donc moi, je voulais savoir ce qu'allait devenir l'ancien site des miroirs et ce qu'il allait devenir après, comment il allait être réutilisé en fait. Alors Saint-Gobain était propriétaire des miroirs, enfin il y a eu des différents allers-retours dans l'histoire des miroirs depuis 1981. On l'a revendu de mémoire en 2014, donc il y a un propriétaire qui a donc le projet de le rénover de façon très lourde quand même, parce qu'il est quand même resté un petit peu dans son jus depuis un moment. Alors le projet dont j'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est celui qui se fera, c'est quand même un projet assez lourd parce qu'on parle d'une surélévation des miroirs, je crois, de 14 étages. Et donc après tout un projet donc un peu de mise aux normes et de mise au goût du jour pour trouver de nouveaux locataires. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est, s'il y a encore d'autres questions, c'est de prendre contact avec nos intervenants que vous voyez pour continuer autour d'un café ensuite. Je vous remercie d'être venus. Demain matin à 9h, il y a une revue de projet également sur l'école de Bouvron. Donc là, c'est totalement autre chose, projet participatif. Les élèves ont fabriqué les briques en terre pour la construire. Donc c'est à côté de Nantes. Et puis la troisième revue de projet, c'est positif, sera à 10h30. Là, c'est encore un autre type de projet, comme quoi le développement durable pour tous les projets. L'extension de l'aéroport, un renouvellement, une restructuration de l'aéroport de la Réunion. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à demain. Et puis profitez bien de tous les ateliers, toutes les revues de projets. Pour ceux qui sont des Pays de Loire, n'hésitez pas. Le prochain rendez-vous à Nantes est le 15 octobre sur le domaine des infrastructures. Et si vous avez des projets, faites-les nous parvenir. Merci. Au revoir.